pour commencer, c'est vrai que différencier la politique gouvernementale et la politique européenne en matière de recherche, en matière d'enseignement supérieur, il faut déjà dire que l'enseignement supérieur, la recherche relève plutôt des États. Donc normalement, l'Union européenne n'a pas vocation à vraiment s'y insérer. Et pourtant, on vient de fêter dernièrement les 20 ans d'un processus que peut-être certains connaissent, d'autres non, qui s'appelle le processus de Bologne, qui est issu d'un discours, le discours de la Sorbonne, qui avait été effectué en 1998, donc on vient de fêter les 20 ans. Et la logique de ce processus de Bologne, c'était d'harmoniser donc l'offre universitaire, l'offre du supérieur, l'offre de l'enseignement supérieur à l'échelle européenne. Alors c'est un processus qui a été initié en partie par Claude Allègre à l'époque et qui maintenant regroupe presque une quarantaine de pays, si je ne m'abuse. Au départ, il n'y avait que 4 pays. On est passé très rapidement à 29, puis une quarantaine de pays, donc ça dépasse largement le cadre seulement européen. Et la logique de ce processus, moi je l'ai vécu en tant qu'étudiant, puisqu'en 98 j'étais encore à l'université, j'étais à la fac, et on a eu un mouvement, j'étais à la fac d'Orléans, et un mouvement de protestation sur un projet qui était assez obscur quand on était étudiant, qui était dénommé LMD, licence, master, doctorat, et qu'on a retrouvé par la suite dans l'enseignement, dans la formation des enseignants, qu'on a appelé la masterisation. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et cette logique dans LMD, c'était l'abandon du deuil, diplôme que certains connaissent, et puis donc un premier niveau de diplôme en licence. Ensuite, on abandonnait le niveau maîtrise, et on avait un niveau master 1 et master 2. Et puis ensuite un doctorat, donc L pour licence, M pour master et D pour doctorat. Et cette logique du processus de Bologne, c'est justement d'harmoniser pour permettre, ce qui était la grande idée de l'époque, permettre la mobilité des étudiants. Et étant moi-même étudiant, et puis ensuite enseignant, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne idée, à la base, de permettre la mobilité. Et on connaît tous le programme Erasmus. Ce programme Erasmus est englobé dans cette démarche. Alors, souvent d'ailleurs, Erasmus est mis en avant pour justifier le processus d'harmonisation, pour permettre cette mobilité. On va déjà tout de suite donner un chiffre. Le programme Erasmus, même s'il y a à boire et à manger, si je reprends les paroles d'une intervenante à une conférence dont Sabine nous parlera peut-être, c'est seulement 5% d'une classe d'âge. Alors je ne parle pas de classe étudiante, d'une classe d'âge, donc la mobilité elle est quand même relativement limitée, même si on ne peut que l'encourager. Mais en fait, derrière le processus de mobilité des étudiants, d'échange des étudiants, il faut voir un peu les interlignes, il faut voir un peu ce qu'il y a caché derrière ce processus d'harmonisation. L'idée, c'est bien de considérer les étudiants comme un capital humain dans lequel il faudrait investir. Mais bon, alors cette notion de capital humain, moi, ça me pose un petit souci. Et évidemment, au-delà des valeurs qui sont souvent mises en avant dans ce processus d'harmonisation qui a été rappelé dernièrement à la conférence de Paris, eh bien, c'était l'idée que finalement, eh bien, on pourrait désormais comparer les universités les unes avec les autres. Cette notion de comparabilité, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais on va pouvoir comparer les universités entre elles. Si on compare, eh bien évidemment, on va pouvoir à terme peut-être classer évidemment aussi ces universités. Et donc, on est déjà un peu plus éloigné de la notion de développement des êtres humains, d'épanouissement culturel, scientifique qu'on pouvait avoir à l'université française, en tout cas dans l'histoire et la culture de notre université française. Et puis, si on veut comparer les universités, il faut aussi pouvoir évaluer leur capacité à former les étudiants. Donc on va amener petit à petit un certain nombre de critères aussi communs d'évaluation.
pas simplement de comparaison des systèmes, d'évaluation des résultats obtenus avec les étudiants. Et il y a un mot qui de plus en plus s'insère dans le système universitaire et d'enseignement supérieur, que même notre Premier ministre, Édouard Philippe, a repris dernièrement dans son intervention concernant le chômage, et notamment la dégressivité des indemnités chômage, parle d'employabilité. Donc nos étudiants, nous ne sommes plus là pour leur apporter un niveau de connaissance, de leur permettre de s'épanouir. Nous sommes là pour leur permettre d'être employables tout de suite. Et évidemment, certaines filières, si on peut évaluer les élèves, les étudiants, si on peut évaluer les formations, certaines filières apparaissent désormais moins rentables, moins efficaces. Et on assiste à un certain nombre, depuis 20 ans, de fermetures de filières jugées non rentables. Autre élément qu'on voit apparaître, c'est également l'apparition du secteur privé dans l'université. C'est quelque chose qu'on avait peut-être moins il y a 20 ans. Si l'employabilité, c'est l'objectif de l'université, quoi de plus naturel de faire entrer les entreprises dans la maquette, la fabrication des formations. Et voilà un peu ce que l'on voit apparaître avec ce processus de Bologne, et on le ressent évidemment dans nos pratiques quotidiennes en tant qu'enseignant. Alors moi-même, j'ai eu un parcours, somme toute, assez classique pour accéder à l'enseignement supérieur, mais en passant par la petite porte. C'est-à-dire que je suis professeur certifié dans le secondaire, et dès que j'ai obtenu mon concours, mon directeur de recherche de maîtrise m'a proposé d'aller faire des vacations à l'université d'Orléans, ce que j'ai trouvé comme très honorifique et très enrichissant personnellement. Et donc je suis allé faire des vacations. Donc je ne me posais pas trop de questions. Et après les vacations, eh bien, presque 8 à 9 ans de vacations, dans une antenne universitaire à Châteauroux, un peu éloigné, on m'a proposé, enfin j'ai réussi à postuler sur un poste de contractuel. Donc je suis titulaire toujours du secondaire, mais en service partagé avec l'université. Et donc je suis rentré à l'ESP, à la formation des futurs enseignants, notamment professeurs des écoles ou PLC. Et même chose, hein, je trouvais que c'était une logique de carrière assez intéressante, épanouissante. Mais j'étais surpris en arrivant à l'ESP, cette ancienne, certains connaissent UFM ou École Normale. J'étais surpris puisque je me suis retrouvé quasiment qu'avec des enseignants qui étaient sur le même statut que moi, c'est-à-dire en service partagé, qui venaient du secondaire, et très très peu en fait de postes à temps plein. D'enseignants, chercheurs, maîtres de conférences, et normalement, alors évidemment on nous met en avant, vous avez une expérience de terrain, vous êtes légitime dans la formation, ce qui est vrai, mais ça n'empêche pas que nous délivrons un niveau master. Master 1, Master 2, donc à un niveau Bac plus 5. Donc on a besoin également d'avoir des postes temps plein, de maîtres de conférences, d'enseignants-chercheurs. Quand on délivre un master, on délivre un niveau qui prépare au doctorat, normalement, où les étudiants sont susceptibles d'aller vers un doctorat de recherche. Donc je me suis interrogé moi, en me disant, mais pourquoi il y a autant d'enseignants en service partagé, est-ce qu'on est si compétent que ça? Je ne remets pas en cause mes compétences, j'espère, ni les compétences de mes collègues, mais en fait, la logique, elle est beaucoup plus comptable. Évidemment, on coûte beaucoup moins cher à l'université, tout simplement, et en plus, on est locaux, donc il n'y a plus de frais de déplacement aussi, ce qui pèse également dans l'université. Et ces contrats un peu précaires, alors, moi j'ai la chance d'être titulaire, donc en tant qu'enseignant dans le secondaire, donc si du jour au lendemain mon contrat s'arrête à l'université, je retourne dans le secondaire, donc pas trop de soucis, mais on a de plus en plus de contractuels dans l'université. La précarisation de l'emploi, elle existe également dans l'université. Et c'est une des conséquences de cette harmonisation à l'échelle européenne, parce qu'on met en concurrence les universités les unes avec les autres.
Et évidemment, l'autonomie des universités n'a rien arrangé, mais je pense que Nassim en parlera. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Voilà. Autre élément, du coup, je me suis intéressé aussi à savoir si le gouvernement, du coup, mettait les moyens dans l'université. Parce qu'après tout, si on a autant d'enseignants précaires ou de jeunes contractuels, de jeunes thésards qui sont dans des situations précaires, peut-être que le gouvernement ne met pas les moyens. Et là, dernièrement, au mois de septembre, j'ai été surpris de voir le gouvernement se féliciter de dire « Nous augmentons le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche de 2%. » Je me dis « C'est intéressant. C'est un peu plus que l'inflation. » Donc oui, d'accord, donc c'est intéressant. Mais quand on regarde les déclarations d'un certain nombre de députés spécialisés de la question, et notamment d'une députée à l'REM, Amélie de Montchalin, pour ne pas la citer, elle dit elle-même qu'il manque entre 10 et 30 milliards, enfin 10 milliards de fonds publics et 30 milliards de fonds privés. Donc le compte n'y est pas non plus pour faire face aux enjeux de l'enseignement supérieur. Alors, en termes de bilan, ce que je pourrais amener comme réflexion, c'est que, évidemment, nous sommes pour une ouverture européenne de l'université, et peut-être même une ouverture internationale de l'université, une ouverture vers une coopération internationale, peut-être internationaliste, c'est un vocabulaire qu'on peut tenir ici, peut-être qu'à l'université c'est un peu plus difficile, mais une coopération internationale. Ce que nous ne voulons pas, c'est une compétition internationale. Parce qu'on sait très bien que si on entre dans une logique de compétition internationale, ce qui est le cas avec le processus de Bologne, eh bien tout simplement on aura des universités Formule 1, des universités de première classe, notamment dans les villes-mondes, dans les métropoles de type Paris, et nos universités de province vont avoir énormément de difficultés, justement pour tenir cette compétition internationale. Et ces universités provinciales, elles se retournent, elles ont tendance par la suite à naturellement aller vers des partenariats avec les entreprises locales, avec un bassin de vie. Et on donne comme perspective à nos étudiants le fait d'être employés par une entreprise qui va pouvoir fixer sa propre formation, ses propres critères de formation au sein même de l'université, qui est à 2 pas de chez elle ou dans la ville voisine. Donc nos étudiants de province seraient condamnés, entre guillemets, c'est pas obligatoirement péjoratif, mais condamnés à être employés par l'entreprise dans laquelle, qui aura participé financièrement et intellectuellement dans la formation. Voilà un peu les résultats de cette harmonisation qui pourrait être positive, mais qui pose un certain nombre de problèmes.